Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la complexification des génomes au cours de l'évolution. Alors, avant tout, il est nécessaire de faire quelques petites définitions. La reproduction correspond à tout phénomène qui augmente le nombre d'individus, alors que la sexualité, quant à elle, correspond à tout phénomène qui permet de créer de nouveaux génomes. Nous avons vu précédemment que la reproduction asexuée, chez les végétaux par exemple, permet de créer plusieurs individus qui vont posséder le même génome. À l'inverse, la reproduction sexuée permet de créer de nouveaux individus qui possèdent de nouveaux génomes. Dans ce chapitre, on va essayer de voir s'il est possible de former de nouveaux génomes sans former de nouveaux individus, c'est-à-dire transférer des gènes de façon horizontale. Alors, ces transferts horizontaux de gènes sont extrêmement fréquents chez les bactéries. On a ici trois bactéries donneuses qui vont transférer un gène conférant une résistance à un antibiotique à des bactéries receveuses. Il existe trois façons de transférer ces gènes. Par transformation, le fragment d'ADN est libéré directement dans l'environnement. La transduction, qui fait intervenir un bactériophage, c'est un petit virus qui va transférer le gène d'une bactérie à l'autre. Et la conjugaison, qui correspond à la formation par une bactérie donneuse de ponts cytoplasmiques permettant de transférer un fragment d'ADN particulier, le plasmide, renfermant le gène de résistance. On voit sur l'image ici la bactérie donneuse, la bactérie receveuse et le pont cytoplasmique qui relie les deux. Ces transferts de gènes horizontaux sont extrêmement fréquents chez les bactéries, mais qu'en est-il chez les eucaryotes, les cellules avec noyau? Et bien pour le voir, on peut traiter l'exemple du placenta. Le placenta, chez les animaux placentaires, correspond à des cellules qui ont fusionné entre elles grâce à une protéine qu'on appelle la syncytine. Lorsque l'on observe la séquence de la syncytine, on observe qu'elle est extrêmement proche d'une protéine présente chez de nombreux virus, la protéine ENV. L'idée est donc qu'un virus a réussi à transférer le gène ENV à la cellule ancestrale des placentaires. On a donc initialement une cellule ancestrale, un virus produisant la protéine ENV et de l'ADN. La protéine ENV permet la fusion du virus avec la cellule. Le virus libère son ADN. Une partie de l'ADN est intégrée au génome de la cellule. Puis, au cours des millions d'années, ce gène ENV va muter pour donner le gène de la syncytine, puis il va être réutilisé pour produire la syncytine. La syncytine permet ensuite la fusion des cellules et la mise en place du placenta. Donc des transferts horizontaux de gènes sont également possibles chez les eucaryotes. Il existe de nombreuses applications à ces transferts horizontaux de gènes, comme par exemple la production d'insuline. On récupère le gène de l'insuline chez une cellule humaine, on le transfère à une bactérie, par exemple Escherichia coli, qu'on va multiplier un grand nombre de fois. Toutes les bactéries issues de la cellule initiale vont produire de l'insuline, qui sera ensuite réutilisée d'un point de vue pharmaceutique pour traiter des individus atteints de diabète. Ces transferts horizontaux modifient donc fortement la vision qu'on a de l'évolution, où on avait classiquement trois groupes, des bactéries et des eucaryotes. On voit qu'il est possible d'établir des liens génétiques entre ces groupes. Il existe une autre façon de transférer des gènes de façon horizontale, grâce par exemple à ce qu'on appelle les endosymbioses. On a ici un puceron qui a besoin de bactéries vivant dans son abdomen pour produire un acide aminé essentiel qu'il ne peut pas produire tout seul. L'idée est donc à l'intérieur de cellules spécialisées, il existe des bactéries qui vivent dans les cellules du puceron et qui vont fournir cet acide aminé. En échange, la cellule du puceron fournit des nutriments. On a donc ici ce qu'on appelle une endosymbiose. L'un des partenaires de la symbiose vit à l'intérieur d'une cellule de l'autre partenaire. Cette endosymbiose s'accompagne également de transferts de gènes. Une partie des gènes de la bactérie sont transférés vers le noyau de la cellule du puceron, si bien que petit à petit, la bactérie perd des gènes et perd en autonomie. Ces endosymbioses ont une importance évolutive maximum si l'on s'intéresse à deux organites, les chloroplastes et les mitochondries. L'idée, c'est que ces deux organites seraient en fait d'anciennes bactéries intégrées à des cellules eucaryotes ancestrales et qui seraient restées dedans. Il existe plusieurs arguments, comme le fait que les chloroplastes et les mitochondries possèdent deux membranes, une issue de la bactérie initiale et une issue de la cellule hôte. Elles possèdent leur propre génome, elles possèdent un code génétique légèrement différent, elles possèdent des ribosomes de type bactérien, elles se divisent comme des bactéries, bref, elles présentent de nombreuses caractéristiques qui permettent de les rapprocher des bactéries.
L'un des arguments en faveur de ça, c'est chez les chloroplastes, on voit qu'il existe une protéine appelée la rubisco qui permet la formation du cycle de Calvin. Elle est faite de deux unités, la grande sous-unité et la petite sous-unité. Ben, on observe que au cours de l'évolution, lorsque la bactérie ancestrale, la cyanobactérie, a été intégrée à la cellule eucaryote hétérotrophe initiale, il y a eu un transfert de gènes, notamment le gène qui permet de produire la petite sous-unité qui s'est retrouvée dans le génome de la cellule ancestrale. La cellule ancestrale permet donc de produire la petite sous-unité de la rubisco. Les gènes présents encore dans le chloroplasme permettent de produire la grosse sous-unité et ensemble, la rubisco réalise la photosynthèse. Il y a donc une coopération entre les deux génomes pour effectuer une fonction, la photosynthèse. On note au passage qu'une cellule végétale correspond à une cellule chimère. Il y a le gène de la cellule eucaryote ancestrale, il y a des gènes issus de la bactérie et il y a des gènes issus de la bactérie type chloroplaste. On peut également dire que n'importe quelle cellule humaine est une cellule chimère, puisque si l'on regarde, les toutes premières cellules eucaryotes ont intégré une bactérie ancestrale qui s'est mise en endosymbiose. Il y a eu ensuite transfert de gènes de cette bactérie ancestrale qui petit à petit est devenue une mitochondrie effectuant des échanges nutritifs avec la cellule hôte. En parallèle, il y a quelques millions d'années, il y a eu une infection par un virus qui a transféré une partie de son génome dans notre génome pour produire la syncytine. Donc une cellule humaine est une cellule chimérique qui possède des gènes issus de la cellule eucaryote ancestrale, des gènes issus de la mitochondrie qui est une bactérie vivant en endosymbiose, et des gènes issus de différents virus qui ont effectué un transfert horizontal de gènes. Encore une fois, cette vision des endosymbioses modifie la perception que l'on avait de l'évolution avec des transferts de gènes entre individus fortement peu apparentés.